contente de vous retrouver en ce beau dimanche où il fait encore très chaud pour un update lecture de la Muerte. J'espère que vous avez du temps devant vous puisque moi je suis fatiguée, je reviens de la salle de sport au moment où je tourne, enfin j'ai mangé mais vous voyez, il y a le contre-coup de oh là là, j'ai envie de faire la sieste et j'ai en même temps très envie de vous parler de livres, du coup je vais sans doute parler plus lentement que d'habitude. Et est-ce que c'est grave? En vrai je pense que ça me fera du bien. Puis bon je dis ça se trouve je vais me chauffer puis je vais partir dans les tours quand même, mais bon. Là en tout cas je suis dans un mood chill, cocooning, tu sais, vraiment vibes un peu automne sauf qu'on est en plein mois de juillet. J'ai énormément lu depuis le dernier update lecture, alors j'aurais dû le faire avant, j'avoue, j'aurais dû, mais en fait, je comptais vraiment parler du livre que j'ai emprunté en médiathèque et les avoir encore à la maison pour vous les montrer. Du coup, j'ai retardé, et voilà, on se retrouve avec une pavassoute de l'espace. Je propose qu'on attaque, j'ai eu énormément de très belles découvertes ce mois-ci, une petite piquette et des mi-molles, mais quand même une grosse majorité de plus. On y va, on commence par les BD si ça vous va, et let's go. Alors en BD, j'en ai lu 4, ce qui est ma foi relativement raisonnable, hein. J'ai lu les 2 BD que j'avais reçus de Glénat sur le Far West, donc Wild Bill Hickok et Jesse James qui est là, et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ces deux-là, puisque on est d'un côté sur un peu, comment dire ça, le côté positif de l'influenceur de l'époque, genre le gars il a été shérif, il a arrêté plein de bandits, tu vois, c'est voilà. Et là par contre on est sur le bad boy avec des fêlures, qui est devenu un criminel, assassin, voilà, comme, je vais dire cambrioleur, comment on appelle ça? Voleur, en fait, tout simplement, voleur, voilà, il a fait des... Ah, j'ai pas mes mots. Tu sais quand t'attaques une banque, un hold-up, des hold-up, voilà, un mec qui faisait plein de hold-up et qui a volé plein de thunes dans plein de banques, et du coup j'ai trouvé ça drôle d'avoir les deux, puisque on a vraiment le côté lumineux du Far West et le côté bad. Mais bien sûr le côté bad, il est sexe. Enfin surtout, en plus d'être sexe, il est nuancé. On nous explique que Jesse James, alors certes, il était hors la loi, mais il avait aussi une grosse partie du peuple avec lui. Parce qu'en gros, bon je vais pas vous raconter la vie de Jesse James, mais ça m'a marqué. En fait, en gros, c'est après la guerre de sécession, et donc le Sud était à genoux, hein, voilà, on peut dire ça comme ça. Et alors je dis pas qu'ils ont tort ou raison, ça c'est pas mon... Hein, j'explique la situation, ils avaient plus de pognon, tout avait été retiré, c'était la merde. Et les soldats qui étaient là-bas, en général, maltraitaient plutôt les gens qui y habitaient. Il y a un bruit d'espèce de perceuse, j'espère que vous l'entendez pas, au pire des cas ça fera un petit bruit d'ambiance. Et Jesse James, du coup, est devenu un bandit, suite un peu en rébellion à ces états-là, tu vois, genre, sa famille s'est fait taper dessus, il a vu des gens mourir, etc. Il est devenu bandit pour renverser un petit peu le Nord, en tout cas les faire chier. Du coup, il y a plein de gens dans le Sud qui étaient en mode, ouais, c'est un bon gars, il a bien raison, parce qu'avec tout ce qu'on subit dans la gueule, il leur en rend un petit peu, quoi. Bon, alors après, c'était pas nuancé, hein, parce que bon, il violait, il tuait aussi des gens du Sud. Mais voilà, donc du coup, c'était pas un mec entièrement critiqué, en tout cas à l'époque. C'est pour ça qu'il est resté connu aussi, je pense. Et lui, du coup, c'était un héros, un peu à la Buffalo Bill. D'ailleurs, il l'a connu, il l'a côtoyé, ils avaient un spectacle ensemble après, enfin voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis comme d'hab, vous savez, à la fin des BD, vous avez des petits dossiers, enfin des grands dossiers qui vous retracent un petit peu leur vie, etc. Donc voilà, 2 très bonnes lectures. Bon, faut vous intéresser au Far West, hein, si vous en foutez, faut pas lire ça. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un œil là-dessus qui est très intéressant. Dans le même genre, j'ai lu le tome 1 de Aphrodite et my god, je l'ai adoré. C'est 1 sur 2, du coup, c'est marqué. J'ai juste trop hâte de lire le 2. Alors, c'est peut-être parce que c'est une femme, hein, une femme déesse, et en plus avec le pouvoir de l'amour, mais elle m'a fascinée, vraiment. J'avoue que je connaissais pas trop la vie d'Aphrodite. Je savais que c'était la déesse de la beauté, de l'amour, que les mortels s'évanouissaient dans son passage et que tous les dieux en étaient fous amoureux. Mais à part ça, voilà, j'en savais pas grand-chose. Et là, on en apprend un peu plus sur son caractère. Donc très sympa comme découverte. Et dernière BD, du coup, c'est celle que j'avais empruntée en médiathèque, Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor Pinel. Et du coup, j'avais un peu peur de déprimer, puisque c'est l'histoire d'une mamie qui se retrouve à quitter sa maison pour aller vivre en EHPAD. Et alors, oui, c'est pas la grosse poilade, hein. Il y a plein de moments qui sont très tristes et très réalistes aussi, malheureusement. En plus, là, elle se retrouve dans une EHPAD où le personnel est cool, où manifestement, en tout cas, elle manque de rien, etc. On sait que c'est pas le cas partout, hein. Mais on va dire que humainement parlant, déjà, c'est quand même très triste. Mais il y a du bon aussi, dans le sens où il y a du positif aussi. C'est pas juste tout noir, c'est juste que c'est la réalité, malheureusement. Donc évidemment, il y a toujours du bonheur dans n'importe quelle vie, mais cette partie-là de l'existence, actuellement en tout cas, il n'y a pas de quoi être fier de notre société. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant comme histoire et très touchant en même temps. Peut-être pas pour les plus sensibles et pour ceux à qui ça ferait écho à des choses difficiles. Personnellement, j'ai perdu une mamie, une de mes grand-mères qui était en EHPAD à cause d'un accident, mais c'était il y a plus de 10 ans maintenant, donc même plus de 15, donc
ça va quoi, j'ai pris du recul, mais je peux comprendre que pour certains le sujet soit délicat, en sachant que voilà, là en l'occurrence l'EHPAD est bien dépeint, enfin comme un EHPAD on va dire qui est propre, où les gens sont bien entretenus, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un EHPAD craignos, etc. C'est juste que de toute façon c'est pas joyeux quoi, comme situation. Donc voilà, je suis très heureuse de l'avoir lu, et c'était triste mais c'était beau. En roman graphique, alors pour le coup, il y a un peu plus de variété et beaucoup de badants toujours, hein, parce que voilà. Je vais commencer par un peu une piquette pour moi, le roman graphique sur Orson Welles. Alors je suis très déçue parce que... très déçue par rapport à l'enthousiasme que j'avais parce que je trouve les dessins sublimes. Voilà, niveau illustration, niveau palette de couleurs, je trouve que c'est hyper recherché, hyper beau. Voilà, je suis très amoureuse du style de palette de ce roman graphique. Par contre, l'histoire, j'ai rien compris. En fait, en gros, on suit toute la carrière de Orson Welles, donc tous ces films. C'est comme en fait si on nous déroulait un inventaire de tout ce qu'il a fait. Mais du coup, on le connaît pas vraiment mieux. Alors, il y a 2-3 petites anecdotes qui pop, tu vois, mais en fait, tu passes ton temps à suivre le mec qui va d'un tournage à l'autre et qui se la pète un peu. Et du coup, j'étais en mode, ok, mais t'es qui en fait? Enfin, comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Enfin... Je trouve que c'est quand même très vite brossé et j'ai eu un peu l'impression d'avoir un déroulé de sa carrière cinématographique sans avoir de réel impact émotionnel avec le bonhomme quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Maintenant l'objet en lui-même reste très intéressant et on en apprend quand même sur lui, ça serait quand même le comble. Mais voilà, une petite frustration pour ma part, ça sera pas un coup de cœur par rapport à tout ce que j'adore découvrir justement sur les personnes connues. Contrairement à celui-ci qui a été une très belle claque, Waco Horror avec Elizabeth Freeman en personnage principal de cette histoire réelle. Elizabeth Freeman, une des premières suffragettes féministes, enfin une des premières, elle faisait partie en tout cas des premières suffragettes de l'époque, et elle s'est retrouvée à enquêter sur le lynchage d'une personne noire, Jessie Washington. Elle a été envoyée par un de ses amis qui était détective, enfin qui était journaliste en tout cas et qui voulait essayer de savoir ce qui s'était passé parce que du coup Jessie Washington avait disparu dans un état du sud, donc on sait voilà que c'était pas le contexte le plus simple pour les personnes noires. Du coup Elizabeth Freeman, pour rendre service à son amie, va là-bas et découvre du coup que cet homme s'est fait lyncher. Donc les lynchages à l'époque c'était des personnes noires qui se faisaient pendre aux arbres. D'ailleurs il y a une chanson qui s'appelle Strange Fruit avec mon accent anglais absolument incroyable que je vous conseille d'écouter, qui date de l'époque, alors j'ai plus le nom. Je confonds les actrices, les chanteuses de l'époque parce que j'ai vu plusieurs films sur plusieurs d'entre elles d'affilée. Mais je vous le marquerai, hein. Mais essayez, écoutez-la si vous pouvez. Elle a été censurée à l'époque justement parce que ça a dénoncé une réalité que beaucoup ne voulaient pas voir mise en avant. Donc voilà, bref, j'ai fait une parenthèse. C'est une excellente BD. Déjà parce que je ne connaissais absolument pas Elizabeth Freeman et je suis ravie de l'avoir découverte. C'est une femme exceptionnelle. C'était une femme exceptionnelle avec un courage, mais putain, mais... Waouh, vraiment, c'est une sacrée claque. Donc en termes de féminisme, on apprend plein de choses, et en termes de ségrégation aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, heureusement qu'on l'apprend, mais malheureusement que ça se soit passé. J'ai trouvé que la BD était honnête, sans en faire trop au niveau du voyeurisme. Justement, il y a une très belle interview des auteurs et illustrateurs à la fin qui ont voulu doser ça de manière que ce soit pas trop trash. Et non, c'était vraiment, c'est un témoignage historique très important que je trouve encore trop rare. Alors, dans le domaine de la littérature, on en trouve de plus en plus, et je trouve ça très bien, mais en termes de porte-parole politique, on va dire, ou chose comme ça, j'ai l'impression qu'on veut de plus en plus enfouir tout ça, alors que nous, en fait, si on veut avancer, nier le passé, c'est pas comme ça que ça marche, donc voilà, je suis très contente que la littérature compense... l'histoire, si on peut dire. Et les deux derniers, j'ai eu des lectures pas faciles en fait, Ce n'est pas toi que j'attendais, que j'avais reçu de la part de Lana et Émilie, donc deux d'entre vous que j'avais rencontrés sur Grenoble. C'est très joli. Il est assez bouleversant. Donc c'est l'histoire de ce papa en fait, je crois que c'est un témoignage réel, si je dis pas de bêtises. C'est ce papa en fait qui a une petite fille trisomique. Donc ils ont fait des tests ils étaient dans un autre pays, mais ils ont fait des tests. La grossesse se passait très bien et en fait à la naissance, surprise, la petite est trisomique. Et du coup au début, il a un vrai travail de deuil à faire par rapport à l'enfant idéal qu'il s'était imaginé. Et je dois avouer que à lire, c'était assez choquant parce que il a un vrai rejet de sa fille en fait au début et pas mal de propos assez difficiles. Par rapport à la maladie, par rapport à la normalité, des choses qui sont honnêtement dures à lire, et je suppose pour l'auteur encore plus dur à écrire et à se remémorer, mais c'est fait en fait avec une vraie volonté de sincérité. Ça se voit qu'il essaie de livrer un témoignage brut de ce qu'il a vécu, et tu vois l'évolution bien sûr de ses sentiments pour sa fille, à quel point il l'aime de tout son cœur dès qu'il apprend à la connaître, etc.
Mais j'ai trouvé du coup ce témoignage assez bouleversant parce que ça demande un courage pour se livrer comme ça intimement à des détraqueurs potentiels déjà, mais même à des gens qu'on ne connaît pas. Donc voilà, c'était un moment hyper fort, hyper intense et hyper doux en même temps d'un papa qui apprend à aimer sa fille et à la découvrir, et il aime la fille qu'il a et pas celle qu'il aurait aimé avoir, et j'ai trouvé ça très très beau. Donc voilà, lecture que je conseille. Alors pareil, attention, pour les plus sensibles, je vous dis au début ça fait mal au cœur quand même, hein. Donc voilà, pareil en fonction de votre rapport par rapport à la trisomie, par rapport aux témoignages que vous avez pu entendre, par rapport à votre vie, par rapport à ça, je mets un petit attention, personne sensible, ça peut être difficile à certains moments, mais c'est un message d'amour, c'est vraiment un message d'amour. Et en dernier, j'ai lu... Oula, pardon, je vous ai donné un coup, je vous remets droit. J'ai lu La plus belle couleur du monde. Alors, à la base, quand je l'avais reçu, je me rappelle que je croyais que c'était un manga. Mais non, c'est un roman graphique. Qui est dans le style manga pour le coup, mais moi je l'ai mis en roman graphique, hein, donc voilà. C'est l'histoire, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire là, c'est l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui traîne avec deux copains et qui se font racketter par un grand du lycée en fait qui vient les embêter. Enfin, ils doivent être à peu près équivalents au collège. Et ces deux filles, en fait, elle, il en est amoureux, et l'autre à côté, c'est un peu la fille que tout le monde adore dans sa classe, que tout le monde trouve trop belle, etc. Et en fait, l'histoire est hyper prenante, hyper touchante, hyper forte, et assez bouleversante aussi dans son sens. Alors moi, alors, pour le coup, je l'ai attaqué, comme vous voyez, il n'y a pas de résumé, je l'ai lu en sachant rien du tout, et je suis pas déçue de l'avoir fait. Alors j'ai voulu le lire parce que du coup j'avais hâte de le ranger, mais aussi parce que, alors je vous l'ai pas encore montré, ça sort dans le prochain book haul, vous avez un teasing, mais j'ai un autre ouvrage que j'ai reçu du coup de l'auteur, donc de Golo Zhao, et je voulais d'abord lire le premier avant de lire le second, ce qui est somme toute logique, même si c'est pas une suite, et du coup je suis très très impatiente, parce que on a l'impression de lire quelque chose d'assez enfantin au niveau des traits. Merlin, mais donne pas des coups. Désolé, vous risquez de bouger parce que Merlin est collé à vous, hein, il vous aime. Donc oui, je disais, on a l'impression qu'on va avoir quelque chose d'assez enfantin au niveau des traits, puis même les protagonistes sont très jeunes, donc souvent, quand on a des héros jeunes, ça s'adresse à un public jeune. Vous savez, les romans jeunesse d'ailleurs sont classés comme ça. Mais en l'occurrence, je ne trouve pas. Alors, des plus jeunes peuvent le lire, mais en tant qu'adulte, il est marquant aussi. Hein, donc, il y a des passages qui sont quand même assez trashou, et la réflexion de fin est très intéressante à tout âge, je pense. Il y a une réflexion très intéressante. Donc voilà, très belle découverte. J'avais un peu peur parce que vu la taille du pavassou, si j'aimais pas, je l'avais dans le baba, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai lu 2 essais ce mois-ci, J'ai lu 2 essais depuis la dernière fois, techniquement j'en ai lu un et j'en ai abandonné un. Alors, le slow sex, s'aimer en pleine conscience, que Fifi, donc une de mes anciennes modos et amies, m'a offert. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé. Alors, j'exclus pas de le reprendre un jour, mais honnêtement, je l'ai pas réouvert depuis plus d'1 mois, donc j'en déduis que voilà. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. Alors, le slow sex, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est, comme le nom l'indique, s'aimer en pleine conscience. Ça veut dire que quand vous avez un rapport sexuel, quel qu'il soit, avec votre partenaire, vous prenez conscience de chaque geste, et la finalité n'est pas l'orgasme. La finalité n'est pas de toucher le sexe de l'autre, c'est vraiment de prendre le temps de mettre une sensualité et un contact fort dans chaque geste. Genre toucher la joue, toucher le bras, toucher l'orteil, peu importe. En gros, un peu comme faire l'amour pour la première fois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est le concept très large. Hein. Et j'avais entendu parler du slow sex, justement, je crois que c'était en stream avec Chakam, on avait fait un stream qui parlait de ça, et j'avais été très intéressée. Et du coup, Fifi m'avait offert ça. Alors, il y a 2 choses qui m'ont dérangée. Déjà, c'est pour les hétéros. Ça ne parle que de couple homme-femme, ça parle même de complémentarité pénis-vagin. Bon. Hein, voilà, on sait. Et autre chose qui me saoule un petit peu, alors j'ai pas tout lu, hein, mais je suis quand même allée jusqu'à une petite 70 de pages, il y a des schémas. Alors attends, je vais scroller. Voilà, par exemple, vous avez des pratiques pour vous donner des idées de ce qui peut soulager ou ce qui peut faire plaisir ou machin. Et je trouve que c'est complètement l'antithèse du bordel. Enfin, excuse-moi, le but c'est de lâcher prise en fait. Le but du slow sex, c'est vraiment de faire qu'un avec toi-même et après avec ton partenaire, de pas penser à ta liste des courses en fait, tu vois, d'être vraiment focus sur l'instant présent et sur le geste. Si t'es en train de penser, alors attends, dans le manuel, il disait de lever la jambe droite et après si on faisait un petit mouvement de rotation vers la gauche, ça apparemment c'était agréable. Mais ça sert à rien en fait. Enfin, je comprends pas en fait Moi je pensais que c'était un truc qui expliquait le concept de slow sex avec des témoignages, alors il y en a, mais bof quoi. Puis pareil, voilà, par exemple, typiquement, aimer le pénis. Même si presque tous les hommes aiment que leur partenaire caresse leur pénis, les femmes ne le font pas toujours. Enfin, je sais pas, pour lire ça, c'est bof.
Tu vois, enfin voilà, j'ai l'impression que le concept est intéressant, mais c'est full généralité, full hétérocentré et flemme, vraiment flemme de lire ça. Je préfère le concept de base du slow sex sans avoir forcément à lire un tuto manuel de comment lâcher prise, hein, parce que le but de lâcher prise, c'est de pas avoir de tuto. Par contre, un coup de cœur en essai, c'est Beauté fatale de Mona Chollet, que j'ai adoré. Mais alors, adoré, je l'ai dévoré. Mona Chollet, je vous en ai déjà parlé à 2 reprises. J'ai déjà lu d'elle Sorcière, que je conseille à absolument tout le monde, qui est très accessible, très doux. C'est un peu comme une amie qui nous parle et qui nous prend par la main pour nous partager son point de vue avec beaucoup d'arguments, beaucoup d'exemples, mais sans agressivité, on va dire, sans colère. Il y a Réinventer l'amour, où je l'ai senti encore plus dans l'effroi de froisser quelqu'un. Et Réinventer l'amour, du coup, c'est sur les couples hétéros. Et la vision qu'on a de l'amour en tant que femme, idéal, romantique, machin. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé aussi, mais je l'ai senti vraiment, genre, vraiment c'est mon avis, m'en veuillez pas. Enfin voilà, vraiment attention à froisser personne, ce qui est tout à son honneur. Hein. Mais du coup, voilà, pour vous présenter un petit peu le ton. Et par contre, Beauté fatale, alors elle l'a écrit avant. Il est hyper vénère par rapport aux 2 autres. Si vous êtes habitué à lire Sorcière ou Réinventer l'amour, là vous allez être en mode « Wouh, elle a fumé quoi ?» Elle est très engagée et ça fait du bien. En vrai, j'ai pris un énorme plaisir à le lire. Honnêtement, j'avoue qu'aux premières pages, j'ai eu un peu peur parce que je fais partie des personnes qui... donc je suis féministe et je fais partie des personnes pour qui la colère dessert la cause. C'est mon opinion, c'est ma vision des choses. Personnellement, lire un livre où il y a quelqu'un d'énervé qui dit « Ouais, ça c'est nul, faut arrêter !» Ça m'énerve, ça m'agace. Pour moi, il n'y a pas de débat dans la colère. Là, elle n'est pas énervée contre nous, elle n'est pas énervée contre des gens précis. Elle dénonce des faits de société qui objectisent le corps féminin. Par exemple, l'industrie de la mode. Voilà, elle donne énormément d'exemples très concrets. Le fait que les actrices soient parrainées par deviennent des égéries de marques de beauté ou de mode, et que sans ça, en fait, elles sont pas validées, tu vois. Et même toute l'esthétique qu'il y a sur les tapis rouges, etc., les magazines féminins, bien entendu. Donc pour le coup, elle donne des exemples très clairs qu'elle dénonce. Elle donne des noms de marques, elle donne des noms de magazines, elle cite des choses qu'elle a vues ou qu'elle a entendues ou qu'elle a lues qui l'ont choquée. Donc le livre en lui-même, est assez déjà très engagé, assez grinçant. Il y a plusieurs phrases où je me suis marrée, mais en mode, tu sais, genre par exemple, elle va citer un magazine, puis elle va dire trop aimable. Enfin, tu sais, tu sens qu'il y a une certaine ironie, une certaine, comment dire, ouais, une colère en fait, une colère saine pour le coup. Mais je l'ai lu avec grand plaisir. Pourquoi? Parce que la colère n'est pas dirigée contre le lecteur. La colère est dirigée vraiment contre le lobbying, contre la société qui fait que on est comme ça maintenant. Et en fait, quand tu la lis, tu ne peux que adhérer à ce qu'elle dit, parce que c'est totalement vrai. Alors par contre, là où je mettrais peut-être une nuance, c'est qu'elle dézingue fort tout ce qui est beauté et mode. Alors, moi, en l'occurrence, je ne suis pas passionnée par ça. J'aime beaucoup la mode, par exemple, la recherche d'idées, la créativité, voir quelqu'un qui crée ses looks, etc. Je trouve ça très intéressant, la liberté qu'on peut avoir par rapport à ses vêtements pour montrer un peu notre identité ou ce qu'on ressent. Mais voilà, je ne suis pas passionnée de mode et c'est vrai que tout ce qui est... Enfin, je m'achète très peu de fringues et j'ai du fringue déjà, voilà, mais voilà, c'est mes fringues que j'achète, je les porte très longtemps, j'ai pas une grosse variété, voilà. Donc on va dire que les critiques qu'elle a apportées là-dessus, tant sur ça que sur la beauté, c'est un peu mes opinions de base, c'est-à-dire que... il y a des trucs que j'avais pas du tout décanté, que j'avais pas du tout analysé, hein, mais c'est vrai que moi je juge pas quelqu'un par rapport à ça. Et voilà, de base, on va dire que c'est pas un centre d'intérêt dans ma vie. Je pense qu'une youtubeuse beauté lit ça... Tu vois, ou quelqu'un qui bosse ou qui est passionné par la beauté ou la mode, ça peut faire mal au cul. Et tu peux t'énerver. Je serais curieuse s'il y a des personnes concernées qui l'ont lu, parce qu'il y a 2-3 moments, je me suis dit waouh. Parce qu'elle dénonce aussi certaines influenceuses ou influenceurs qui mettent en avant justement un esthétique parfait, par exemple, et qui commercialisent un petit peu du coup le corps parfait pour faire complexer les meufs, pour acheter des trucs. Enfin, il y a vraiment tout l'engrenage en fait. Qui est critiqué, donc ça peut viser des personnes, voilà, ça peut vous viser typiquement quoi. Mais j'ai trouvé que même ça, alors c'est dur à prendre dans la gueule, mais elle n'accuse jamais la personne. Vous voyez, c'est le concept en lui-même, et je pense que c'est des réflexions qui sont hyper saines. On peut bien sûr aimer la beauté et la mode, mais c'est important de savoir pourquoi on l'aime et pourquoi certains critères qu'on a, ils sont imposés maintenant. Par exemple, pourquoi on s'épile? Pourquoi on a honte de montrer si on a des poils sous les bras? Pourquoi on se rase les jambes? C'est genre typiquement 4 poils sur les jambes, on s'en bat les couilles, tu vois, personne va loucher sur tes jambes. Et pareil pour tout en fait. Pourquoi il y a cette espèce de culte de la minceur, d'où ça vient? Enfin, et ce concept de beauté,
En fait, ça c'est pareil, bon, faut que j'arrête, je vais en parler 10 000 ans, mais parce que vraiment, il est passionnant, il est vraiment passionnant. Je pense que toute femme, pour le coup, femme devrait le lire, homme aussi bien entendu, mais femme, parce que bah, on est les premières concernées de par notre genre, biologique en tout cas. Mais elle remonte ça en fait au concept de femme au foyer, parce qu'à l'époque, quand on était au foyer et qu'on pouvait pas travailler, ce qui ne remonte pas si loin que ça, hein, et ben en fait, tout ce qu'on pouvait faire, c'était pimper notre intérieur de maison et notre apparence physique, toute notre créativité, notre passion de vie, on va dire, passait là-dedans, la bouffe, la cuisine, la couture, la déco et les fringues. Et c'est très intéressant parce que le livre date d'un petit moment, je crois que c'est 2009, et elle dit que déjà à cette époque-là, il y avait un gros retour là-dessus, et c'est là qu'elle citait les influenceuses beauté. Et c'est intéressant parce que même maintenant, on voit ressurgir la couture, par exemple, le tricot, le crochet, et c'est quand même majoritairement des femmes qui reviennent. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui assument s'être remis au crochet, en tout cas. Et je trouvais ça très intéressant, cette espèce de retour en arrière, et enfin, assumer totalement, hein, par rapport à avant, où on essaie d'avoir un intérieur impeccable, de faire des bons petits plats, de les prendre en photo. Le fait de se prendre en photo ces trucs-là, c'est pour montrer qu'on a une femme accomplie aussi, tu vois. Enfin voilà, vraiment, c'est un livre qui est hyper percutant, hyper intéressant, et qui personnellement m'a aidé à encore plus lâcher prise avec mon corps. J'étais déjà honnêtement bien lancée, et je sais que depuis, parce que du coup Kim, je lui en parle souvent quand je lis des essais, je lui résume un peu petit à petit ce que je lis. Et maintenant j'ai pris une habitude, c'est des fois je suis posée sur le lit, je fais oh je l'aime mon petit corps, et Kim il arrive, il me fait il est beau ton petit corps. Enfin voilà, en fait en gros il y a vraiment ça m'a vraiment décanté un truc. J'aimais déjà mon corps, mais maintenant je l'aime aussi pour ses imperfections, voire même encore plus. Je l'aime avec ses petits poils sur les jambes. Je l'aime avec mes petits boutons là, que je sais pas ce que c'est ce truc, c'est apparu, mais genre c'est jamais reparti. J'aime mes taches de rousseur, bon ça je les aime bien de base. J'aime mes seins qui tombent un peu, parce que oui, j'ai bientôt 33 ans. Enfin tu vois, je trouve que ce livre, il t'aide à aimer tes défauts. Et te rendre compte qu'en fait c'est pas des défauts, c'est juste ton corps. Et je l'aime pour ça, et je le remercie pour ça, et je pense qu'on devrait toutes le lire. Voilà. Seigneur Dieu, je suis à combien de temps? Oh putain, j'ai dû faire 10 minutes sur le livre. Je viens de me faire un cul sec de flotte. Ah, fallait m'hydrater là. Alors, niveau roman, je n'en ai lu que 3. Enfin, que 3, c'est déjà pas mal, hein. Je me suis lu Un palais de cendres et de ruines. Donc, le tome 3 de Un palais d'épines et de roses. J'aime toujours autant. Alors, j'ai préféré le tome 2, personnellement, parce que il y avait beaucoup plus de R. Voilà, et R c'est l'amour de ma vie, mais le tome 3 est génial en termes d'action. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent, vraiment énormément. J'ai toujours beaucoup d'affection pour tous les personnages, encore plus qu'avant, et j'ai adoré, encore une fois, les messages sociaux qui sont transmis dans le bouquin. En fait, c'est ça qui fait que j'aime autant cette saga, outre le côté bagarre, monde de fantasy hyper riche et personnages graves profonds. Mais ce qui me plaît le plus, c'est les messages sociaux qui sont passés à l'intérieur et que je trouve super cool. Par exemple, quelqu'un n'est jamais tout blanc, tout noir. Il y a de la nuance dans ces personnages. Des fois, des persos cool ont tort. Il y a beaucoup de communication. Les couples sont hyper sains. Enfin, le couple principal, en tout cas, est pour moi hyper sain. Mais Seigneur, ça fait du bien. Genre, il y a des moments, tu sais, par exemple, je sais pas, où elle va être elle va prendre une décision qui est un peu touchy, et elle va lui dire, est-ce que t'es d'accord? Il fait, mais j'ai pas à être d'accord, tu fais tes choix. Putain, mais oui! Oh putain, mais ça fait du bien, tu sais. Et c'est que ça, en fait. C'est que ça, et ce qui fait que j'ai un amour pour R assez incroyable, parce que c'est un mec normal, en fait. Enfin, outre le fait que ce soit un faé et machin, tu vois, mais genre, parce qu'il se comporte bien. Et c'est la première fois que je vois ça dans un roman young adulte. Encore plus où il y a du cul. Alors, je sais que je vous vends souvent à Cotard en mode il y a du sexe à l'intérieur. Dans celui-ci, il y a une scène de sexe. Alors, c'est une scène de sexe qualitative, hein, mais il y en a une. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une saga où vous allez avoir du cul à chaque page. Par contre, ce sont de bonnes scènes de sexe. Comme dirait je ne sais plus qui, c'est un livre à ne lire que d'une seule main. Voilà, vraiment, c'est des scènes qui sont intenses, prenantes et qui sont très bien écrites. Donc ça fait partie pour moi du plus-value, parce que c'est agréable d'avoir des scènes de sexe bien écrites. On va pas se mytho, c'est pas si facile à trouver, clairement. Et voilà, enfin pour moi c'est une saga coup de cœur pour tout ça. Il y a énormément d'action, on s'ennuie pas une seconde. Les persos sont attachants de ouf, les valeurs sont bonnes. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors j'ai prévu le 3,5 du coup pour le mois de juillet, et je m'achèterai bien entendu le 4 après. Évidemment, le 4, alors du coup, ça c'est la fin de la première trilogie.
Le 3,5 fait une liaison en gros entre la fin de la première trilogie et le début de la deuxième, et le 4 c'est le début de la deuxième. Donc j'ai hâte tout simplement de retrouver ces personnages et de continuer à les aimer, et de les aimer aussi avec leurs défauts. Typiquement le perso principal a plein de défauts. Elle fonce, tu vois, par exemple, elle réfléchit pas beaucoup des fois, il y a des moments où elle est très impulsive, mais il y a des raisons à ça. Et surtout, quand elle a tort, bah ça lui revient dans la gueule et elle le reconnaît et elle avance. Et ça je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir des persos pas parfaits, tant que c'est pas juste qu'une maladresse d'écriture, on va dire. Là, c'est bien écrit, et ça fait plaisir. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu Un palais d'épines et de roses et tout le reste, je vous en prie, faites-vous plaisir. Alors c'est pas une... Alors, je nuance également, c'est pas une des plumes les plus belles que j'ai jamais lues, c'est surtout que ça se lit très bien. T'es vraiment dedans, tu lâches pas, c'est bien écrit, hein, mais c'est pas... on n'est pas sur du Hugo, tu vois, on n'est pas sur de la poésie. C'est de l'action à balle, avec des bons messages. Donc voilà, un plaisir. Ah bah voilà, tiens, en parlant de poésie... J'ai lu Anne de Wendy Willow, et je suis donc quasiment à jour puisque j'ai acheté... il est où? Bah il est dans ma pile à lire, le dernier. J'ai acheté le dernier tome du coup qui est sorti il y a 2 semaines, et j'ai donc officiellement rattrapé Anne with an E, enfin la saga de Anne de Green Gables, et je suis la plus heureuse, et je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir le concept de pile à lire, parce que je sais que sinon, quand moi j'ai une saga qui m'attend, je n'arrive pas à m'y mettre en fait. Je sais pas, le fait d'avoir 5 tomes, et je sais qu'ils sont là, ça me fait paniquer, du coup je m'y mets jamais, parce que je me dis que de toute façon j'ai trop de retard. Là du coup, en faisant step by step un roman par mois, bah, j'ai réussi à être à jour, et quelle lecture, quelle saga. Pour le coup, on est sur une plume très poétique. C'est joli, c'est beau, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Anne, en l'occurrence, là, a bien grandi et elle a son premier poste, enfin non, son deuxième poste du coup, après ses années d'études. Et elle est dans une autre ville, donc elle écrit à son amoureux. Et en fait, ce livre, c'est une grosse partie des lettres qu'elle envoie à son amoureux, que je ne spoil pas si jamais vous ne savez pas qui c'est. Et du coup, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et elle rencontre encore une fois des personnages merveilleux. Et en fait, ce que j'adore dans la saga de Anne, c'est que elle aime la vie, elle aime vivre, elle aime les gens, et ça fait toute la différence. Et je pense qu'en fait, quand tu le lis, t'as envie d'être comme elle, t'as envie de te lever le matin avec le sourire, parce que c'est comme ça que t'es heureux, en fait. Et je trouve que tu t'en rends bien compte en lisant ces livres. Tu te rends bien compte que le bonheur, il vient pas tout seul. C'est nous qui devons le provoquer en étant nous-mêmes positifs avec notre entourage. Et elle le met si bien en avant. C'est une lecture qui te fait voyager, tu respires avec elle en fait, tu respires et tu aimes, et c'est un bonheur. Donc ce tome-là pour moi fait partie de mes préfs. Il y a une petite fille qu'on croise que j'aime beaucoup, un petit garçon qu'on croise que j'aime beaucoup, elle vit avec des vieilles dames qui sont hyper attachantes, j'ai beaucoup aimé, voilà. Je pense que c'est mon deuxième préféré, mon premier préféré c'est le tome 2, je mettrai du coup celui-là après le tome 3, et après le tome 1. Alors que le tome 1 je l'adore, hein, mais tu vois... Et celui-ci, du coup, c'est le 4e. Et il y a le 5e, du coup, là, que je me suis réservé pour le mois de juillet. Donc, lisez Anne, pareil. Bon, c'est pas le même genre que Akotar, il y a pas de sexe là-dedans, hein. Mais lisez cette saga, elle est merveilleuse. Et en plus, regardez un peu ces objets livres qui sont merveilleux aussi. Incroyable. De toute façon, je crois que c'est Toussaint l'ouverture. Ah oui, voilà. Toussaint l'ouverture, ils font des livres sublissimes. Et en dernier roman, j'ai La Cour des Miracles, le 2e tome de Vampiria. J'ai lu le premier tome grâce à Bébou qui me l'avait prêté, et j'ai lu le second tome grâce à la médiathèque où je l'ai emprunté. J'adore cette saga. Alors là, il y a un nouveau perso qui est arrivé. Je l'aime beaucoup. Je vais l'appeler S. Non, il faut que j'arrête de donner des initiales à chaque fois. Donc R dans Akotar, S dans Vampiria. C'est une saga. En fait, Vampiria, ce que j'aime bien. Alors pour le coup, la plume, je suis pas amoureuse. Mais je mettrais ça un peu dans la même catégorie qu'Akotar. Il y a énormément d'action en fait, et la violence prend totalement à dépourvu. C'est-à-dire que ne soyez pas surpris s'il y a un chapitre vous avez 5 persos que vous connaissez qui crèvent. Non mais vraiment, genre c'est ok, tu vois. Il y a pas mal de violence, de gore, de combat. De gore. Non, c'est pas horrifique, hein. C'est vraiment de l'action. C'est vraiment vraiment de l'action. C'est une jeune femme qui doit vivre avec des vampires et qui doit essayer de démanteler tout ce bordel. Et c'est juste qu'on n'a pas le temps de respirer, quoi. On est à fond dedans et la plume est très fluide. Et c'est pas fait pour avoir 50 000 belles tournures, etc. C'est vraiment t'es dans le taf, quoi. Il y a tout un passage avec des cartes de tarot que j'ai particulièrement aimé. Le nouveau personnage, je l'adore. Voilà, je crush un petit peu. Et non, ça se lit très bien. Ça se lit très bien. Et j'ai trouvé que le traitement des vampires aussi était très intéressant. Je dois avouer que quand j'ai commencé la saga, je me suis dit, allez, encore un truc sur les vampires, dans 2 secondes ça baise. Voilà, non mais voilà, on est d'accord que vampire humain, c'est facile de faire un truc où c'est, tu vois, mais je l'ai quand même commencé. Et en fait non, ça prend vachement un dépourvu là-dessus. L'héroïne est très réaliste, je trouve.
Alors, elle fait partie des héroïnes perso principales avec une grande gueule, beaucoup de caractère et des fois elle l'ouvre un peu trop, mais je dirais un peu comme Makotar à nouveau, il y a une raison. Il y a des raisons à ça et elle est pas débile. Tu vois, c'est pas genre j'ai tort de faire ça mais je fonce. Non, on va dire que quand elle craque, on sait pourquoi elle craque, on sait ce qui l'a menée à là. Bon, des fois elle est un peu arrogante pour rien, je le regrette un peu, mais bon, c'est une femme forte avec des fêlures quoi. Donc voilà, en tout cas la saga Vampiria, je vous la recommande dans le même genre que Hakotar. Sans le sexe, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de cul, donc c'est quand même assez différent, et c'est quand même plus noir aussi je pense, mais c'est sympa. Donc si vous aimez les vampires, si vous aimez l'ambiance Versailles, jeu de cour, je pense que ça peut vous plaire. Et j'ai apprécié le fait que justement il y ait pas mal de morts, pas mal de violence, pas dans le sens trash avec beaucoup de détails, hein, mais ça prend au dépourvu, et c'est pas un truc gentillet qu'on lit comme ça, sinon ça serait quand même très jeunesse. Le fait qu'il y ait cette dimension assez noire, ça nourrit vraiment le suspense en tant que lecteur. Donc très contente d'avoir lu le tome 2 et je lirai le tome 3 avec plaisir. Et il ne me reste plus que les mangas, alors par contre... voilà, il y en a quand même pas mal. Hein. Après, il y a pas mal de suites de sagas, donc en soi, ça va aller assez vite, puisque les suites de sagas, je peux pas vous en dire grand-chose, hein, parce que vous avez pas lu le début. J'ai lu les tomes 2 et 3 de Alpi the Soul Senders. Sender sans S. J'aime beaucoup cette saga. C'est tout ce que j'aime. C'est cette petite fille, donc qui s'appelle Alpi et qui doit, comment dire, envoyer des esprits vers l'au-delà, des esprits errants vers l'au-delà, des esprits de créatures, de forces qui sont très importantes. Et elle rencontre, alors je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, je dirais le 3. Non, peut-être dans le 2 déjà, et elle reste aussi dans le 3, la meuf. Elle rencontre une meuf qui est géniale, voilà. Donc moi, ça a été mon gros coup de cœur pour cette suite. Ce nouveau perso est absolument choupi et génial et badass et waouh. Et j'ai beaucoup aimé le développement d'Alpi également, qui grandit. Donc voilà, cette saga s'annonce très bien et j'ai hâte de lire la suite, je ne sais pas quand. Parce qu'en fait, ça c'est un gros problème, c'est-à-dire que les romans, en vrai, je vais assez vite pour les acheter, tu vois, quand j'en ai un en ligne de mire. Le problème, moi, c'est les mangas. C'est-à-dire que j'ai tellement de sagas en cours ou que je veux commencer qu'il me faut 1000 ans avant de me motiver à m'acheter la suite. Alors que j'aimerais, tu sais, genre là, si je pouvais bim, et j'ai les tomes 4, 5, 6, je serais refaite, tu vois. Mais j'ai pas le réflexe. En fait, ça prend vite du pognon, c'est 6 balles, 8 balles un tome. Et du coup, tu sais, mine de rien, t'en achètes 3, bim, t'en as pour 30 balles. Je sais, je serais bonne en maths. Donc, ça bloque. Donc c'est pour ça que j'ai des sagas que j'ai commencé il y a une éternité et que j'ai pas encore terminé ou même pas encore vraiment avancé. Là, les tomes 2 et 3, j'ai eu un déclic, mais il faut du temps et je sais même pas quand est-ce que je pourrais m'acheter la suite. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai des sagas en cours qui avancent très doucement. Voilà, typiquement Arte. Arte, j'adore. Arte, c'est une merveille. C'est une jeune femme qui veut être artiste dans un monde où que les hommes le sont, en fait, hein, les femmes ne le sont pas, et elle se bat pour son rêve et elle y arrive. Elle bosse. Elle est apprentie donc chez un mec qui l'a acceptée, même si c'est une femme, et elle est forte. Elle est forte, elle est incroyable. Et je suis qu'au tome 2. Alors qu'il y en a genre 12, 13, 15, 20, je sais plus trop. Ça me déprime. Parce que j'adore. Mais c'est pareil, voilà, tu vois, faut l'occasion d'acheter la suite. Mais du coup, j'ai lu le tome 2 et j'adore. Voilà, c'est une saga qui est merveilleuse et je vous la conseille. Lisez Arte, c'est génial. Toujours dans le même genre, j'ai lu le tome 3 de l'Atelier des sorciers, qui est merveilleux. Voilà, c'est une super saga. Alors, beaucoup plus enfantine pour le coup. On suit cette petite fille qui est là. Qui a, sans faire exprès, en fait, jeté un sort à sa maman et l'a statufié. C'est ballot. Et du coup, elle est en apprentissage chez ce mec-là. Et elle a essayé d'apprendre à être une sorcière pour réussir à lever le sort qui a bloqué sa mamoune. Mais bien sûr, il y a plein de trucs autour. Les pouvoirs qu'elle a sont pas apparemment normaux pour une fille de son âge. On sent qu'il y a des bails autour, c'est en train de se mettre en place et c'est trop bien. Elle a d'autres gamines, ils sont plusieurs élèves, elle est apprentie. Les autres gamines sont top, surtout une petite brunette qui est top aussi. Enfin voilà, j'adore. En plus, dans ce tome 3, elle rencontre un petit gars. Et il est hyper touchant. Voilà, donc j'espère qu'on va le revoir dans la suite. Je vais d'abord vous montrer toutes les sagas que j'ai avancées, hein, parce que comme ça on va s'y retrouver. J'ai lu le tome 4 de Beyond the Clouds, et je suis trop triste parce qu'il y avait un perso que j'aimais trop qui part de son côté. Non, je l'aime trop. Bon, on le reverra, c'est quasi sûr parce qu'ils se sont dit au revoir, machin. Mais, je voulais pas qu'il parte. Du coup, je suis triste. Voilà, je suis triste, mais trop contente aussi d'avoir retrouvé mes petits pipous principaux qui sont là. Si le focus veut bien se faire, et qu'ils avancent à nouveau sur un nouveau chemin. Donc j'espère que ça va les mener à quelque chose de cool pour eux, parce que je les aime trop, ils sont trop mignons. Et ça me fume parce que les deux, en plus, ils ont des espèces de gros concepts de complexe d'infériorité, genre « Oh, je suis nulle, il serait plus heureux sans moi ». Mais non, mais vous vous aimez, arrêtez. Oh là là, les enfants, je te jure.
J'ai lu le tome 3 de l'Éden des sorcières. Alors cette saga, je suis très fière parce que je me tiens à jour. En même temps, c'est pas difficile, je l'ai commencé au tome 1, j'achète dès qu'il y a un tome qui sort. Donc voilà, je suis à jour. Je suis fière. Donc le tome 3 de l'Éden des sorcières, et c'était... Waouh, il est hyper noir ce manga, j'adore. Donc c'est une gamine... apprentie sorcière et sa maîtresse se fait tuer. C'est pas un spoil, c'est vraiment le début du tome 1. Et du coup, elle doit partir elle-même en quête de l'Éden des sorcières avec une créature magique qui veille sur elle. Et là, en fait, dans ce tome, comment dire, elle rencontre cette femme. Je vais rien dire de plus parce que je sais pas où vous en êtes, donc voilà. Mais cette femme, incroyable. Incroyable. Incroyable, voilà. Je veux pas dire dans quel sens, mais elle marque. Elle marque bien. Donc voilà, c'était un tome très intense, très ouais, glauque un peu quand même, enfin flippant quand même, et j'ai bien aimé. J'aime bien la direction où va ce manga, voilà, donc j'ai hâte de lire la suite. J'ai commencé, voilà, là on arrive à mes débuts, donc c'est bon, mes suites de saga, c'est fini. J'ai commencé Yona, princesse de l'aube. Alors là, typiquement, je suis dans la merde, parce que ces 3 tomes, je les avais reçus de l'un d'entre vous il y a très longtemps. Alors à l'époque, malheureusement, je marquais pas vos pseudos dedans. Maintenant, je le fais. Dès que vous m'envoyez un livre ou un manga, je marque votre pseudo crayon de papier dedans pour m'en rappeler, parce que j'ai pas de mémoire. Et voilà. Mais donc, j'avais reçu Yona, princesse de l'aube, de l'un ou l'une d'entre vous, il y a vraiment, waouh, un an, enfin vraiment genre hyper longtemps. Et je l'ai lu là. C'est incroyable. C'est génial. C'est trop bien. J'ai lu les 3 tomes, je les ai dévorés d'un coup. J'étais en mode, il me faut la suite. Bref, je suis tombée amoureuse. Je crush. Et je crois que c'est Hack qui s'appelle. Je crois que c'est Hack. Je suis tombée amoureuse. C'est très rare que je crush dans un manga, moi, d'accord. Déjà, les romans, c'est nouveau, hein, avec Akotar, mais c'est nouveau. Mais alors, je suis en amour. Donc, qu'est-ce que j'ai lu mes 3 tomes. J'ai dit, ok, je vais m'acheter la suite, là. Je vais voir sur Livradic combien il y en a. Il y en a genre 52, mais c'est pas possible, c'est sans fin. Du coup, j'achèterai la suite, mais alors quand? Mais c'est génial. C'est de la fantaisie pure, c'est trop bien. C'est donc, parce que je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. C'est Yona, du coup, qui est princesse, et qui... Ah, en vrai, je veux rien dire. En vrai, elle est princesse, elle est mignonne, elle a Hack, du coup, qui est son garde du corps, et un meilleur ami, j'ai oublié son nom, qui est prince, et elle est un peu amoureuse, elle est même complètement amoureuse de lui, et il se passe des trucs. Et elle doit fuir, et c'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Déjà parce que les persos sont trop cool, l'univers est hyper riche, et alors Yona, elle a ses balls. Je sais pas de quand il date, ce manga, vraiment, mais elle est tellement moderne, elle est forte. Elle est super forte, elle est géniale, j'adore cette meuf. Parce que il y a des trucs qu'elle sait pas faire, mais elle se bat pour apprendre, elle se bat pour s'en sortir, elle a un courage incroyable. Et voilà, je vais lire la suite un jour, c'est évident. Je sais qu'il existe en animé aussi, mais j'ai tellement aimé le support manga que j'ai pas envie de voir l'animé avant, je sais pas. Du coup, je suis dans l'hésitation parce que je sais pas quand je m'achèterai la suite. Mais du coup, voilà, c'est trop bien. Vraiment, lisez Yona, c'est... Honnêtement, je dois avouer que les visuels, au début, j'étais en mode... C'est pas ma cam, ça me plaît pas, tu sais, ça me plaît pas. Et en fait, c'est trop bien. Et puis en plus, c'est joli, au final. Regarde, attends. Tiens, regarde. Est-ce que ça, c'est pas joli? Regarde sa boubouille. Attends, je vous montre mon chéri. Il est où, mon chéri? Tiens, voilà. Là, c'est mon chéri. Et là, c'est le meilleur ami dont je vous parlais. Tiens, lisez Yona. Vraiment, c'est trop bien. Franchement, un des plus gros coups de cœur manga que j'ai eu depuis longtemps. Alors, vous avez vu les merveilles que je lis. Je lis des sacrées merveilles, mais lisez Yona. Après, j'ai eu des petites découvertes, pareil, que j'avais dans ma playlist, dans ma pile à lire depuis une éternité. Les 7 princes et le labyrinthe millénaire. Alors, je l'avais reçu, pareil, il y a 1000 ans. Je crois que c'était Jack. En tout cas, c'est Jack qui m'a relancé sur Instagram pour que je le lise. Du coup, je l'ai lu. Alors, c'est très cool. Par contre, ça va super vite. En fait, en gros, vous voyez tous les gars derrière, là? Ils sont 7 en tout. Et on suit donc ce perso principal. Et très vite, tous les persos sont présentés en fait. Ils sont fermés dans un endroit et ils doivent en sortir. Et du coup, ça va fort vite, vraiment. Genre en 30 pages, t'as bonjour. Mais c'est super cool. Pareil, je m'attends honnêtement, avec le début, j'étais en mode ah ça va pas le faire. Et en fait, c'est hyper addictif. T'as envie de lire la suite. Les persos, déjà les persos sont tous absolument magnifiques. Voilà. Wattel d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu adorerais. Wattel, c'est une de mes modos qui adore les mangas et les beaux gosses. Et les persos donc déjà sont hyper beaux, hyper charismatiques, hyper sexy. Attendez, il faut que je trouve un visuel. Alors il y a lui qui me fait penser à Valkion. Vraiment fort, bon, sauf qu'il est plus drôle que Valkiki. Et alors il y a lui qui est génial. Ah mais je peux pas tous vous les montrer. Attends, je vais essayer de vous chercher mon crush. Ah là il y a mon crush avec Valkiki là. Regarde comment il est beau, c'est lui mon amoureux, il est trop beau. Ah bah il est là en fait. Et là c'est mon amoureux lui.
Lui, je le trouve vraiment trop sexe, même si lui est top aussi. Enfin voilà, ce qui est assez ouf, c'est qu'en un tome, où c'est du coup extrêmement rapide, eh ben j'ai adoré tous les persos et j'ai grave envie de lire la suite. Alors pour le coup, j'ai pas regardé combien il y avait de tomes à ce truc-là, j'espère pas 200 000, parce que franchement, je m'achèterais bien la suite. Je me suis lu Whispering, tome 1. Alors je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais il y a marqué un 1 devant, donc je suppose que oui. Pour le coup, c'est très mignon. C'est l'histoire d'un homme qui avait un pouvoir quand il était plus petit, il pouvait entendre les animaux et les objets penser. Les objets aussi pensaient, et en fait, donc il a perdu ce pouvoir en grandissant, il rencontre un petit garçon qui a le même, et il développe une relation très amicale, très forte, et il rencontre la maman de ce petit garçon, ils deviennent amis, enfin, voilà. Honnêtement, c'est très doux comme manga, très mignon, et j'ai passé un très bon moment. Ben voilà, les mots-clés, c'est amitié, poésie et souvenir. Que du bonheur. J'ai lu Je pense à toi. Alors lui, il m'a un peu pris de court parce que je pensais que c'était une histoire et en fait c'est plusieurs nouvelles. Donc du coup, à peine je commençais à m'intéresser aux persos, genre oh ils sont trop mignons, et bah c'était fini. Donc voilà, c'est à savoir, donc c'était sympa. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus. Mais en tout cas, ça se lit très très bien, c'est sympathique. Il me semble qu'il y a aussi une histoire avec 2 meufs. Pour le coup, il n'y a pas que du yaoi, il y a les 2. Alors il y en a une qui est assez chelou avec un mec hyper dominant et l'autre hyper soumis, mais je crois qu'il n'y a pas de cul de mémoire. Donc voilà, ça se lit sympa, c'est des petites histoires d'amour mignonnes, enfin pour la plupart. Et ouais voilà, ça se lit bien. Pas un coup de cœur, vous l'aurez compris, mais ça se lit bien. Et enfin, et dernier manga de cette update lecture, je suis déjà 47 minutes. Bon, il y a plus longtemps parce que j'ai cherché des illustrations, donc vous êtes à 45, mais c'est quand même colossal. Blissful Land, le dernier manga du coup de cette vidéo, lui je l'ai acheté. Et c'est un début de saga. Je sais pas combien il y en a pour le moment, mais je devrais pas être trop loin du début, j'espère. C'est l'histoire donc du coup de ce petit prêtre, enfin de ce petit, n'importe quoi, de ce petit médecin dans un village au Tibet, et il rencontre sa petite fiancée. Et ils apprennent à se connaître, et c'est trop mignon. Il y a énormément de connaissances médicales avec les plantes, etc. qui sont mises en avant. Et c'est très mignon, c'est très doux, ça fait du bien, voilà, j'ai passé un excellent moment et je vais clairement acheter la suite. C'est typiquement le genre de visuel que j'adore, voilà, c'est chou. Alors ils ont souvent des têtes un peu nounouilles, mais ils sont souvent aussi très très mignons. Voilà, donc c'est un super moment, et surtout la Fifi, j'adore. Ah j'adore la Fifi, c'est une petite merveille, elle est trop belle, trop chou, et voilà, ils font un super duo, et j'ai hâte de les retrouver. Et j'ai fini, my god, je pense que c'est Beauté Fatale qui m'a mis dedans. J'en ai parlé trop longtemps. Je crois qu'il m'a tué lui. Du coup, j'ai hâte d'avoir vos avis sur tout ça. Parmi tous les livres dont j'ai parlé, lesquels vous attirent le plus? Déjà, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a au moins un qui a attiré votre attention? Et si oui, lequel? Lesquels avez-vous envie de vous procurer là maintenant tout de suite? Bien sûr, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos dernières lectures marquantes, dans le bon sens ou dans le moins bon. Qui sait, vous allez peut-être me recommander des petites perles qui seront mes futurs coups de cœur. Je vous fais plein de bisous. Je vais aller mettre de l'eau sur la tête et boire 8 litres de flotte. Je vous aime très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un stream. Mouah.